Bonjour et bienvenue dans cette conférence Energaia sur la formation et la reconversion aux énergies renouvelables. Alors s'il y a bien un secteur qui recrute, ce sont les énergies renouvelables, solaires et éoliens en tête. Sur certains métiers, les offres d'emploi peinent vraiment à trouver preneurs. Alors comment se former ou se reconvertir aux énergies renouvelables? Nous allons voir les profils recherchés et les formations proposées avec des employeurs et des maîtres de formation. Alors, cette conférence se déroule sous forme de dialogue. Bien sûr, vous pouvez participer. Pour ça, vous cliquez sur la droite. En haut, il y a la liste des intervenants et aussi l'onglet Q&R. Vous pouvez, en cliquant sur le nom de la personne, adresser directement une question à l'intervenant. On aura deux modératrices pour ça qui vont nous accompagner. Donc, Aurélie Beauchard, vous êtes chargée de mission innovation expert énergie à l'ADOC, à l'Agence Développement Économique de l'Occitanie, et Florence Chemille, donc vous êtes responsable communication à l'AREC, Agence Régionale Énergie Climat de l'Occitanie également. Donc vous traitez nos questions quand on en aura. Donc n'hésitez pas à leur envoyer dans le chat vos questions. On aura deux sessions, une au milieu de la conférence et puis une à la fin. Alors, pour aborder ce sujet de la reconversion dans les énergies renouvelables, nous accueillons Valérie Poquelin, donc, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications en Occitanie. Bonjour Valérie. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, Edith Mas, vous êtes technicienne de maintenance éolienne et vous avez suivi la formation au campus des métiers et des qualifications. Bienvenue. Bonjour, merci. Arthur Lemaire, vous êtes jeune co-gérant de la start-up Helios. On verra votre parcours. Bonjour. Bonjour à tous. Et Jérôme Vigret, vous êtes directeur de Care France, donc anciennement Quadrant, et employeur d'à peu près 300 personnes. Bienvenue. Bonjour. Alors, pour commencer, nous allons faire un sondage. Et oui, vous allez travailler déjà. Alors, c'est très simple. La question, c'est dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Alors, pour répondre, vous avez les réponses qui vont s'afficher juste en dessous du player vidéo. Donc, il faut quitter le mode plein écran pour les voir. Alors, vous avez le choix entre vous faites partie du monde de la formation, ou vous recherchez à recruter, ou vous recherchez un métier, ou peut-être d'autres secteurs. Allez-y. Donc, vous cliquez bien en dessous de votre player sur la bonne réponse. On va vous laisser quelques minutes. Bon, ça va, c'est facile comme question. Ça va? Pas de soucis techniques? S'il y a des problèmes de son ou autre, vous pouvez aller dans le chat, voir avec Aurélie. Voilà. Bon, je pense qu'on va clore le sondage. Alors, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'étudiants. Oui, en effet, la période des examens est passée. Alors, il y a beaucoup de autres, d'accord, 55% qui ne viennent pas de la formation ni des énergies renouvelables et qui ne cherchent pas non plus un nouveau métier. Alors, si, pardon, je cherche un nouveau métier, 37,9%, très bien, donc les candidats, et je fais partie du domaine de la formation, 6,9%. Parfait. Bon, on verra peut-être après dans le chat qui sont ces autres 55%. Alors, pour commencer, nous allons donner la parole à nos experts et en particulier à Valérie Poquelin, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications. Donc, c'est un réseau d'acteurs tous impliqués dans la formation professionnelle qui fait le lien entre les établissements de formation et les entreprises et les employeurs. Donc, pour bien comprendre, je vous propose un petit film de 2 minutes. Magnéto, Kevin. C'est demain. Ouais, demain. Là, tout le monde qui connaissait à plier, on va dire doucement. Ouais. Quand ça part avec le samedi, ça fait là, on relâche, voilà. Notre vocation, c'est de permettre aux jeunes en recherche d'orientation et aux adultes qui souhaitent se reconvertir, d'aller vers des formations qui sont très porteuses et vont leur permettre d'avoir des débouchés rapides en termes d'emploi. Ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est les métiers du technicien de maintenance qui sont particulièrement recherchés aujourd'hui
dans des domaines comme l'éolien ou le domaine du photovoltaïque. Dans la maintenance éolienne, le principal débouché au départ, c'est technicien de maintenance éolien. C'est-à-dire qu'on est à la maintenance propre des parcs éoliens. C'est les métiers de la science de l'ingénieur. Aujourd'hui, une éolienne, ça fait appel à des notions de méca, d'hydraulique, d'électronique, d'électrotechnique. Donc c'est vrai qu'on a besoin de gens qui sont pluridisciplinaires, généralistes et qui sont capables d'intervenir quelle que soit la panne de la machine. Donc on essaye de reconstituer les conditions d'environnement réelles de façon à provoquer des pannes sur les machines et qu'on puisse avoir ce qu'on appelle de l'analyse de panne et puis du diagnostic pour réaliser les réparations. Le campus des métiers et qualifications forme des techniciens de tout âge. Je suis de niveau bac. J'insère le BTS maintenance des systèmes éoliens, donc une formation en 2 ans. Autre solution, c'est à travers la filière du Greta. On a donc beaucoup de reconversions professionnelles. Donc là, on a une formation spécifique de 8 mois, technicien de maintenance de parcs éoliens onshore, et qui est certifié GWO, une certification internationale. Ils sont en capacité 10-15 jours après la délivrance de leur diplôme à travailler dans les milieux éoliens. Oui, alors faut pas avoir le vertige, hein, là, vu les mâts d'éoliennes. Alors Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les missions du campus ? Alors le campus, comme vous l'avez très bien présenté, c'est un réseau en fait, un réseau d'acteurs de la formation, parmi lesquels on va trouver des établissements de formation de tous les niveaux. Donc on a l'université de Montpellier dans le campus, nous avons des centres de formation d'apprentis et des lycées, comme le lycée du Hauda que l'on vient de voir sur la vidéo, qui a la particularité d'abriter en son sein un plateau de formation qui est unique en région Occitanie, un plateau de formation, donc comme on l'a vu, qui intègre une machine, une éolienne et également un mât qui permet de préparer au travail en hauteur. Donc vous formez à des techniciens de maintenance en éolien. Est-ce que vous avez d'autres aussi formations que celle-ci ? Alors oui, donc au sein du campus, on va pouvoir se former sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l'éolien. On a choisi de mettre en avant les techniciens de maintenance parce que nous savons, grâce à nos entreprises, que il y a une tension particulière sur les recrutements de techniciens de maintenance, plus généralement sur les niveaux de qualification intermédiaire. Mais on a bien sûr, grâce aux écoles d'ingénieurs de notre réseau et à l'université, des qualifications de type master qui peuvent permettre d'accéder à des emplois qui vont être plutôt sur le maillon études et développement en fait des parcs. Alors sur les techniciens de maintenance, vous disiez que il y a beaucoup de création d'emplois. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous expliquer les recrutements qu'il peut y avoir ? Alors en fait, les perspectives d'embauche dans le domaine des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier sont encourageantes. Le secteur de l'éolien, il y a des études très précises qui sont faites par la branche. Il représente plus de 20 000 emplois en France. Et si on fait le focus en région Occitanie, c'est 1950 emplois. Donc c'est loin d'être négligeable. Et surtout, on observe que ces emplois, d'année en année, sont en croissance. Donc on est vraiment sur des métiers, des perspectives d'avenir. C'est ce qui nous intéresse au campus. Et est-ce que vous avez un chiffre, par exemple, pour l'année à venir? Vous recherchez combien de techniciens de maintenance? Alors moi je vais parler en tant que plutôt que du côté de l'établissement de formation. Ce que nous offrons en termes de places de formation en technicien de maintenance éolien, c'est entre 12 et 15 places par an. Qui donc pour les personnes qui suivent ces formations conduisent dans tous les cas un emploi derrière. C'est assez logique puisque on sait que les recrutements sont tendus du côté des employeurs. On va retrouver également des jeunes donc dans la voie scolaire et apprentissage qui préparent au BTS, maintenance des systèmes option éolien. Donc là c'est une quinzaine de jeunes également qui sont formés. Enfin, là, pour l'année qui vient, à la rentrée, il y a une nouvelle formation qui se met en place.
Cette fois-ci, elle fait vraiment, c'est une réponse vraiment directe à une commande qui est passée par les employeurs, puisque c'est un dispositif de la région qui s'appelle Innov Emploi Recrutement qui est mobilisé et qui va permettre à 11, très exactement, adultes demandeurs d'emploi d'accéder à la qualification de technicien de maintenance en parc photovoltaïque. D'accord, donc une trentaine d'emplois en éolien et 11 en photovoltaïque, en tout cas en formation, qui sont quasiment sûrs de trouver du travail après, si j'ai bien compris. Bah, s'ils sont motivés, qu'ils remplissent les exigences, mais ça on verra sans doute avec Monsieur Billeray, côté employeur, quels sont les attendus. Hein. On sait, bon, déjà pour accéder à la formation, on l'a vu sur la vidéo, si vous l'avez souligné, il faut être en bonne condition physique. On le verra avec Edith, elle nous expliquera tout ça aussi, puisqu'elle le vit. Faut pas avoir le vertige, c'est vrai, c'est une condition. Voilà, il faut y penser. On n'y pense pas forcément a priori quand on réfléchit à son orientation ou à sa reconversion. Et puis surtout, il faut être mobile, hein, parce que même si beaucoup d'employeurs sont installés en région, les parcs, eux, évidemment, ils sont à l'échelle européenne. Très bien. Mais alors justement, nous allons voir côté employeur avec Jérôme Billeray. Donc vous êtes directeur de CARE France, donc anciennement Quadrant, producteur indépendant d'électricité, à peu près 300 personnes en France et à l'international, et vous travaillez dans tous les secteurs d'énergie renouvelable et aussi bien solaire, éolien que les déchets ou l'hydrogène vert. Alors en ce moment, quel est le secteur qui recrute le plus ? Bonne question. Bonne question. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc nous, le groupe CARE, on est présent en solaire, en éolien, en hydroélectricité. Je passe sous silence l'incinération des déchets, c'est plutôt une activité, enfin c'est une activité à l'international pure. La difficulté que j'ai à vous répondre, c'est que tous les secteurs, alors soit vus sous l'angle métier solaire et éolien, soit sous l'angle métier de type est-ce que je suis plutôt dans la finance, est-ce que je suis plutôt dans la technique. Là, on a beaucoup parlé des techniciens. Ils sont effectivement essentiels sur les parcs en exploitation. Et pourquoi on évoque souvent l'exploitation, c'est qu'on est vraiment sur des emplois locaux, territoriaux, non délocalisables, puisqu'il va falloir faire la maintenance des équipements tant qu'ils seront en service. Et donc, on est en train de parler d'échéances de 30, 40 ans et probablement des renouvellements d'installation à terme. Donc, quelque part, on est sur des emplois qui sont extrêmement pérennes. Mais il y a tous les autres qu'il ne faut pas oublier et sur lesquels on a de vraies difficultés aujourd'hui à pourvoir des postes. Hein. Vous regarderez tous les sites internet des entreprises du secteur en région et ailleurs, tous sont des profils ouverts. Alors, ça va du très amont des prospecteurs fonciers. Il faut trouver des sites, il faut négocier avec des propriétaires. Après, on rentre dans la catégorie des chefs de projet, donc des gens qui vont à la fois s'occuper des côtés techniques, administratifs du dossier, qui vont dialoguer avec des sous-traitants. Sur la partie environnementale, paysagère, sur la partie technique, implantation. Enfin, donc on a là plein de métiers et généralement ce sont des profils bac plus 3, plus 5, voire plus, des ingénieurs, des masters, maîtrises. Enfin bon, on va avoir des profils de ce type-là. Et puis après, on va dans la vie d'un projet s'intéresser à son financement. Et là, on va trouver des financiers, j'allais dire de haut vol, qui négocient avec des banques en France, à l'international, parce que les investissements sont extrêmement élevés. C'est du financement de projet, c'est assez spécifique dans le monde de la finance. Et ce sont des financements qui demandent en plus une bonne compréhension de ce qu'est l'outil qu'on veut financer. Donc, il faut à la fois connaître un peu la technique. Je finance une centrale éolienne, c'est quoi une centrale éolienne? Où sont les risques? Où sont les éléments de sécurisation du dossier? Et je discute de l'autre côté avec des banquiers qui, eux, vont parler TRI, rentabilité, assurance. Enfin bon, donc on a cet aspect finance. Puis quand on a les autorisations et l'argent, on construit. Donc là, on tombe dans le monde de la construction, des gens du BTP, on va couler du béton, on va tirer des câbles électriques, on va faire du montage mécanique, donc là, on va transporter des pièces, donc il y a plein de métiers, de sous-métiers, de sous-métiers. Excusez-moi, il n'y a pas de sous-métiers, c'est
comment on peut dire, des segmentations de métiers. Ensuite, on va passer. Est-ce que pour tous ces métiers, par exemple, il faut forcément une spécialisation sur les énergies renouvelables? Alors là, quand je suis très énervé, je dis non. Mais c'est vrai et faux. Alors, les énergies renouvelables n'ont rien d'extraordinaire. On l'a évoqué. On parle de mécanique, on parle d'électricité, on va parler d'automatisme. Quand je parle d'autorisation, obtenir des autorisations pour construire une centrale solaire, c'est pas forcément très différent de obtenir les autorisations pour un centre commercial ou pour un immeuble ou pour je ne sais quoi. Donc, sont des métiers qui font appel à des notions de droit, qui font appel à des notions techniques, qui font appel à des notions réglementaires. C'est pas hyper spécifique ou renouvelable. Alors, c'est vrai que la première chose que l'on fait quand on accueille un nouveau salarié, c'est bien entendu le former un peu aux spécificités de nos métiers sous l'angle, c'est quoi une centrale, c'est quoi notre environnement, c'est quoi l'énergie. C'est vrai que quand on parle dans le renouvelable, il vaut mieux faire la différence entre 1 kilowatt et 1 kilowattheure quand on est amené à en parler. Mais c'est à ce niveau-là que ça se place. Mais après, un automaticien, quand il va travailler sur une éolienne ou quand il va travailler sur une machine outil dans une usine, c'est exactement la même chose. Il a un certain nombre de choses à connaître, il a un certain nombre d'éléments à apprendre qui sont spécifiques de la machine qu'il va entretenir. Et après, c'est pas le renouvelable n'est pas en soi un élément discriminant sur l'ensemble de la chaîne de compétences. Et alors, quel type de poste aujourd'hui vous recherchez précisément? Plutôt alors on a bien compris que c'était très hétéroclite, mais Oui. Plutôt des chefs de projet, c'est ça? Et avec quelle qualification? Nous, très clairement, par rapport à votre question précédente, la formation sur laquelle il y a certainement le plus de savoir-faire métier, c'est probablement ce que l'on appelle le chef de projet. Donc, le chef de projet, c'est en fait le fil rouge entre le moment où j'ai un site et je me dis, tiens, je vais faire une centrale sur ce site-là, et le moment où j'ai bouclé l'ensemble du dossier, c'est-à-dire qu'il est devenu bancable et je peux le passer à mes petits camarades qui vont le financer et le construire. Et ce chef de projet, donc, lui, a une véritable compétence. Il faut qu'ils connaissent le territoire, donc ce sont des emplois de territoire qui sont importants. Il faut qu'il y ait une vraie sensibilité à ces territoires, au monde agricole. On est dans un environnement rural en général, mais il faut aussi qu'ils connaissent bien l'environnement réglementaire qui est spécifique aux renouvelables et qui est extrêmement complexe. Il faut aussi qu'il ait une bonne connaissance du tissu politique, économique, local, régional, départemental, communal. Il faut donc, là, il y a vraiment des savoir-faire qui sont très spécifiques et très variés liés à notre métier. Et très clairement, ce sont des postes qui sont difficiles à pourvoir aujourd'hui. On manque de candidats. Oui, bah c'est un peu le mouton à 5 pattes que vous cherchez là, hein, quand même. Hein. Et donc, oui. Plutôt bac plus 5 Plutôt en bac plus 5 avec des qualifications élevées alors? Alors là, on est clairement dans des qualifications relativement élevées, effectivement plutôt bac plus 5. Souvent, ce sont des ingénieurs, mais pas toujours. Hein. On a de très bons chefs de projet qui peuvent être de formation plus généralistes, plus littéraires, c'est pas exclusivement des techniciens. Sont des gens qui ont, vous parliez tout à l'heure de mobilité, c'est vrai que pour ces métiers-là, il faut accepter d'être plusieurs jours par semaine sur le terrain, c'est quand même essentiel. Et le terrain, ça peut vouloir dire le département d'à côté, mais ça peut vouloir dire la région à l'autre bout de la France. Hein. Ça peut arriver aussi qu'on est sur certains projets ou certaines filières des territoires assez éclatés, même si par essence on reste quand même sur une zone géographique limitée, mais quand même, on peut parcourir quelques kilomètres. Que dire sur ces profils? Alors, on voit de plus en plus dans nos métiers, dans nos secteurs, des gens qui sont en reconversion. Et ça, je pense que c'est très très important. Alors, si je suis très brutal et très simplificateur, typiquement, les gens qui sont dans les combustibles fossiles se disent
bientôt, on pourra plus en vendre parce que il y aura que des voitures électriques, donc j'aurai plus d'essence à vendre. Ben, est-ce que je dois pas réfléchir à mon avenir professionnel? Alors, c'est une question que des entreprises se posent et un certain nombre d'entreprises, y compris les très grandes, sont en train de faire un virage stratégique. Mais pour des personnes physiques et pour des salariés, c'est vrai qu'à un moment donné, la question se pose et très honnêtement, on a au moins un avantage dans nos métiers. Ce sont des métiers qui sont très très bien perçus par les salariés, par l'environnement de manière générale. On travaille dans le durable, dans la transition énergétique, on travaille pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est quand même plus sympathique que d'aller exploiter des forages pétroliers ou des choses qui sont ou des mines de charbon qui sont quand même dans le monde de l'énergie considérées comme un peu moins propres. Très bien, bah oui, on comprend bien l'image, c'est important. Valérie, donc Jérôme parlait de reconversion. Quelles sont les aides pour pouvoir se reconvertir? Alors, pour la reconversion, donc il y a deux cas de figure, on va dire plus particulièrement. Je suis demandeur d'emploi. Je peux me tourner vers le programme régional de formation, le PRF, qui est soutenu financièrement par la région Occitanie. Et dans le cadre de ce PRF, on a par exemple le financement de la formation qui se déroule au lycée du Hauda, dont on a parlé tout à l'heure et dont on a vu des images, donc pour devenir technicien de maintenance. Donc là, c'est une aide directe à la reconversion pour les demandeurs d'emploi. Pour aller dans le sens de ce que Jérôme présentait, c'est-à-dire les emplois plus qualifiés, là encore, la région soutient depuis quelques années les enseignements du supérieur avec un programme de financement des formations dans le supérieur. Donc oui, je peux aussi me reconvertir à un niveau master ou sur un diplôme d'ingénieur. Si je suis salarié, donc c'est le cas de figure qu'on vient d'évoquer dans un autre secteur d'activité et que je souhaite me tourner vers les énergies renouvelables, là, je peux décider de faire appel à un nouveau dispositif, alors qui est en réalité un dispositif qui existe depuis très longtemps, que l'on connaissait sous le nom de congé individuel de formation pour les salariés, qui permet du coup et qui aujourd'hui donc se nomme le CPF Transition. Donc tout le monde maintenant connaît son compte personnel de formation, le CPF. Il y a un volet formation longue, congé de formation qui s'appelle le CPF Transition. Donc là aussi, possibilité de faire financer ma formation en tant que salarié et puis de maintenir aussi mes ressources pendant que je me forme. Donc c'est également un moyen de se former. Donc pour se faire accompagner, pour les demandeurs d'emploi, ils ont l'habitude de se tourner vers les conseillers Pôle emploi ou les personnes qui les suivent dans leur recherche d'emploi. Pour le CPF Transition, donc il faut se tourner vers l'organisme qui gère ce dispositif ou bien directement vers les établissements de formation qui vont pouvoir vous guider. Parfait. Merci beaucoup Valérie et Jérôme pour toutes ces informations. Donc on aura bien compris, on recrute aussi bien Bac+2 que Bac+5, aussi bien spécialisé dans les énergies renouvelables que pas spécialisé, financement, juridique, etc. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, maintenant c'est à vous la parole. On va prendre un temps d'échange. Alors sur cette session-là, est-ce que vous avez déjà des questions? Florence, qui est notre modératrice, y a-t-il des questions dans le chat ou des remarques? Oui, bonjour. Quelques questions. Une première peut-être adressée à Valérie pour demander où on peut trouver la liste des masters du campus. Alors, pour trouver les formations du campus dans tous les domaines d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on ne couvre pas uniquement les énergies renouvelables, on s'appelle Habitat, énergie renouvelable, éco-construction. On peut se tourner vers notre site web. Donc, il suffit de taper dans son moteur de recherche Campus EREC, H-E-R-E-C, Habitat, énergie renouvelable, éco-construction. Et sur notre site web, on a développé une petite application qui s'appelle Zephyr, qui permet de rentrer son profil, donc l'expérience que j'ai, les diplômes que j'ai déjà acquis,
pour profiler et avoir des réponses et être mis directement en relation avec les établissements du campus. Vous pouvez également vous tourner directement vers nos établissements, Université de Montpellier, les sites web, notamment l'IUT de Nîmes et les écoles d'ingénieurs. Donc, je pense en particulier à SUPENR qui dépend de l'Université de Perpignan via Domitia. Merci. Je pense qu'on pourra mettre le lien du site internet du campus peut-être dans le chat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Florence? Oui, plusieurs questions encore. Alors, une nouvelle en l'occurrence. Existe-t-il une formation chef de projet ENR pour un professionnel en reconversion ou en poste? On est clairement dans le sujet. Oui, tout à fait. Donc, ce que nous disait Jérôme, Jérôme, vous recrutez quel type alors quel type de candidats qu'on fait quelle formation en tant que chef de projet? Alors, sur la reconversion, je commence par là, c'est quand même assez compliqué à ma connaissance. Il n'y a pas grand chose. Il y a plutôt des formations de chefs de projet qui sont en fait des années un peu spéciales qui permettent de passer d'une formation d'ingénieur assez généraliste vers une capacité plus spécialisée dans le renouvelable. Il y a beaucoup plus aujourd'hui qu'hier des formations à l'international, des chefs de projet qui vont faire une césure ou qui vont faire un cycle de quelques mois ou d'une année dans un pays européen ou bien plus loin, hein, parce qu'il y a un certain nombre de formations et ce sont des gens qui sont assez courtisés après. Et vous avez en tête justement des universités ou des formations qui proposent ça? Je dirais que à peu près tous les pays du monde aujourd'hui ont ce type de formation. Alors, il y a des pays qui sont plus cotés parce que mieux reconnus en matière de renouvelable. Si on prend l'Europe, il y a des formations en Allemagne, bien entendu, sur des profils très techniques d'ailleurs, souvent. Il y a des formations en Grande-Bretagne, sur l'offshore en particulier, où il y a des universités qui vraiment se sont un peu spécialisées sur ces secteurs-là. Il y a des formations dans les pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark. Il y a des choses pas mal qui se font en renouvelable et en éolien en particulier. Après, on va trouver des formations. Vous allez à Madrid, vous allez être formé. En Suisse, vous trouverez des choses intéressantes aussi. Enfin, c'est vraiment, et je ne parle pas de l'Australie, des États-Unis. Enfin, aujourd'hui, pour un jeune qui veut rentrer dans le renouvelable, il y a quand même beaucoup de possibilités. Pour quelqu'un qui a 10-15 ans de carrière et qui veut se reconvertir, c'est à mon avis plus compliqué. En tout cas, j'ai pas d'idée en tête. Trouver des cursus un peu spécifiques quand on a. Peut-être que Valérie a des formations en tête justement pour devenir chef de projet particulièrement. En fait, c'est plutôt les dispositifs de formation que j'ai en tête. Hein. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. Les formations supérieures, enfin les formations universitaires en particulier, et même la plupart des écoles d'ingénieurs ont un service formation continue. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux pour voir quels sont les cursus qui peuvent être adaptés dans la durée. Souvent, voilà, c'est ça qui pose problème quand on est adulte, hein. C'est qu'on a pas 3 ou 4 ans devant soi pour se former. C'est pas comme lorsqu'on est très jeune et étudiant. Donc, trouver des masters en un an qui permettent du coup de s'appuyer sur le CPF transition dont on a parlé tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Florence? Après, pour remonter le moral quand même aux éventuels candidats à la reconversion, on a, nous, recruté des gens, par exemple, qui étaient hyper spécialisés dans l'environnement et qui avaient envie d'ouvrir un peu leur champ de compétences et qu'on a recruté comme chef de projet. Alors, il y a une phase d'adaptation, mais c'est tout à fait imaginable. On peut imaginer quand même de passage d'un métier à un autre sans que ce soit rédhibitoire. Hein. Bon, dans la maintenance, typiquement, on a recruté plein de gens qui qui étaient dans de la maintenance industrielle, qui étaient dans de la maintenance, l'oil and gas nous fournit beaucoup de candidats qui en ont un petit peu marre du pétrole et qui ont envie de venir dans le renouvelable et qui ont de très très bonnes compétences, de très bonnes expériences qui sont presque immédiatement utilisables dans le renouvelable. À un moment donné,
c'est pas le moment, mais j'aimerais bien dire un mot sur l'hydrogène, qui est très très spécifique et qui est un des enjeux de la région, je pense. Non, mais allez-y, parce qu'il y a du recrutement, enfin, il y a des emplois dans l'hydrogène, c'est ça? Non, alors on n'est pas en train de parler, quand on parle de renouvelable, on parle de production d'énergie électrique en général. Quand on parle d'hydrogène, on est en train de parler d'un nouveau vecteur, alors qui est nouveau par sa composante énergie verte, et donc là je parle d'hydrogène vert. Hein. L'hydrogène, c'est un gaz qui est aujourd'hui très largement utilisé dans l'industrie en particulier, mais qui provient à 99% en France, en Europe et dans le monde d'ailleurs d'énergie fossile, donc qui n'est pas aujourd'hui un gaz très propre, mais quand on le voit sous l'angle renouvelable, c'est un vecteur énergétique qui va devenir et qui est considéré comme un élément essentiel de la transition énergétique. Et quand je dis ça, je dis que pour la région, on est en train aujourd'hui de travailler sur un certain nombre de dossiers, soit des dossiers qui sont de la production d'hydrogène, soit des dossiers qui sont plus sur l'aval de la filière. C'est une fois qu'on a produit cet hydrogène, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, il faut le stocker, il faut le transporter, il faut développer des usages, des bus, des camions, des bennes à ordures, des bateaux, des trains, ou des usages directement dans l'industrie, faire muter certaines applications industrielles où on va passer d'un gaz ou de charbon ou d'un fuel à l'hydrogène. Donc, il y a tout un environnement énergétique autour de l'hydrogène qui est important et qui est très, très important en termes d'emploi parce que, bon, premièrement, on a assez peu de techniciens ou de gens connaissant l'hydrogène. Hein. Dans le monde du gaz, on n'est plus dans le monde de l'électricité ou de la mécanique que j'évoquais dans le renouvelable, dans les centrales électriques tout à l'heure. On est dans le monde du gaz, donc c'est un monde très très particulier avec ses règles, avec ses contraintes, avec ses codes, avec ses technologies. Et on est dans un monde de l'hydrogène quand même à inventer. C'est-à-dire que quand demain tous les bus qui roulent en ville seront à hydrogène, ça veut dire qu'il faut des motoristes qui connaissent les moteurs à hydrogène ou les piles à combustible. Ça veut dire qu'il faut des stations-service qui aujourd'hui délivrent de l'essence ou du gazole et demain délivreront de l'hydrogène. Alors certaines ont commencé à muter en passant du gazole et de l'essence à des gaz du GNV, mais l'hydrogène, ça n'en fera pas de plus. Pardon, si j'entends bien, vous recherchez des techniciens gaz et aussi des ingénieurs. C'est bien ça? Alors là, on va rechercher comme dans les autres métiers du renouvelable, ça sera toute une palette de compétences qui seront nécessaires, mais on va parler en région, en milliers d'emplois à faire muter, à créer sur le vecteur hydrogène. Alors, ça ne se fera pas un jour, mais c'est un secteur qui va se développer extrêmement rapidement, extrêmement fortement dans les 10-15 ans qui viennent. D'accord. Bon, à retenir alors l'hydrogène si on veut se reformer ou si on cherche un emploi. Merci beaucoup. Une dernière question, Florence, peut-être? Oui, on en aurait d'autres encore à poser, mais peut-être déjà... Oui, savoir si concrètement, mais la réponse a été en partie donnée, en tout cas, si la société CARE propose des postes de chef de projet junior, on nous demande, et en complément d'ailleurs, quels sont les sites pour trouver ces offres d'emploi? Alors, la société CARE, oui, recrute régulièrement des juniors. chefs de projet juniors. On les prend souvent sur des stages, et puis on les garde ou pas. D'ailleurs, si je tourne la tête sur le côté, là, j'en ai un qui vient d'être pérennisé, qui est en réunion actuellement avec un certain nombre de fournisseurs. Donc voilà, bien sûr, c'est d'ailleurs une voie que nous privilégions de prendre des juniors, ce qui nous permet de les former, ils sont plus faciles à trouver, et puis on espère les garder quelques années chez nous avant qu'ils ne veuillent aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, puisque souvent, les juniors, c'est un peu le problème, c'est de réussir à les fidéliser. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. On a beaucoup parlé de reconversion. Alors maintenant, on va passer la parole à Edith Mass. Donc, vous êtes technicienne de maintenance éolienne chez GE Renouvelable Énergie. Et donc, vous avez suivi une formation au campus des métiers pour vous reconvertir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ?
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Edith. Moi, mon parcours, il a été un peu atypique puisque j'ai commencé par la voie scolaire, par un BTS agricole, puis une formation dans l'environnement montagnard, qui était plus destinée à travailler après dans tout ce qui était parc naturel ou vraiment l'ornithologie ou la botanique. Et comme ce secteur-là était un petit peu bouché, et qu'il fallait bien travailler, j'ai continué avec des petits boulots et notamment des saisons. Dans lesquelles je me suis plus ou moins plu. J'ai fini par avoir 2 belles saisons, une d'été sur un parc de loisirs et une l'hiver sur les remontées mécaniques. C'était très bien, c'était très intéressant et au fur et à mesure des saisons, je m'intéressais de plus en plus aux machines sur lesquelles je travaillais. Et c'est vrai que toutes ces équipes de techniciens qui arrivaient à dépanner les machines juste en regardant des schémas qui me paraissaient complètement obscurs et incompréhensibles, je trouvais ça assez fascinant. Et en parallèle, dans ma vie perso, je commençais un petit peu à récupérer des vieilles choses que je retapais, comme des voitures et tout ça. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Ensuite, quand j'en ai eu un petit peu marre des saisons, d'habiter dans un carton, déménager tous les 6 mois, je me suis mis un peu à la recherche d'un métier dans lequel je pourrais me reconvertir et qui pourrait me proposer un peu tous ces avantages-là. Et l'éolien, ça semblait un peu évident parce que c'était la maintenance. C'était un travail un peu sportif, qui était loin des villes, parce que j'aime pas trop les villes, qui était technique, qui était avec le travail en hauteur, toutes ces choses un peu qui me plaisaient. Donc j'ai commencé par faire un contrat, enfin un FONGECIF à l'époque, dont parlait Valérie, là, le fameux FONGECIF, pour faire la maintenance industrielle. Et après, la fameuse formation au lycée du Hauda. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de revoir un peu les images là dans le petit film. Donc spécialisé dans l'éolien. Voilà. Et comme vous disiez précédemment, ensuite, ça a été très facile pour moi de trouver un travail après cette formation. Oui. Vous avez trouvé tout de suite après la formation? Oui. Alors au départ, c'était prévu que je travaille avec l'entreprise de stage et puis finalement ça a pris un peu de temps, donc j'ai postulé à 3 autres emplois. J'ai eu 2 entretiens et le premier a été le bon. Voilà. Parfait. Pour vous dire que ça a été rapide. Ouais. Et puis maintenant, ça fait quelques années donc que vous êtes chez GE Renouvelable. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant votre formation pour intégrer l'entreprise? Alors, comme le soulignait le monsieur Decker, en fait, c'est vrai que les formations nous apprennent, les formations nous apprennent un métier, on va dire, donc tout ce qui va être la technologie, on va dire les bases, quoi, l'essentiel. Et après, c'est à nous, à chacun, de nous adapter à chaque entreprise. Donc, je peux pas dire qu'il me manquait quoi que ce soit pour intégrer ce travail. La formation nous prépare vraiment sur les bases, et puis après, c'est voilà, il manquera forcément toute la partie offshore parce que on peut pas non plus en formation nous apprendre toutes ces petites spécificités qui sont liées à l'entreprise dans laquelle on va travailler, mais c'est à nous après de continuer à nous former aussi sur les différentes technologies que l'on rencontre. Et aujourd'hui, vous regrettez pas du tout ce changement de direction et puis vous aimez votre métier, c'est bien ça? Oui, je ne regrette absolument pas. C'est un métier qui reste toujours aussi passionnant. C'est un peu l'intérêt de ce métier de technicienne maintenant, c'est qu'on en apprend tous les jours et qu'on s'ennuie pas, quoi. Voilà. Bon, bah parfait. Arthur Lemaire, vous aussi, vous ennuyez pas. Donc, vous avez un parcours assez atypique. Vous allez nous expliquer ça. Donc, vous êtes passé, alors vous, sans reconversion, vous étiez étudiant, vous avez construit un arbre solaire et maintenant, vous êtes président, de la SARL Helios spécialisée en solutions et innovations solaires que vous avez créée en mars 2020. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours à vous aussi? Bah oui, avec grand plaisir. Donc moi, je suis issu d'une formation universitaire. J'ai commencé par une licence sciences de l'ingénieur. Et en 2016, lors d'un cours de projet technologique, l'enseignant a demandé à la promotion de réaliser un projet en rapport avec la formation. J'ai alors décidé de réaliser une maquette sous forme d'arbre solaire que vous pouvez voir juste derrière moi. Et cette présentation a été très séduite par les enseignants. Donc l'année d'après, en licence 3, lors du stage, j'ai effectué mon stage au laboratoire Promesse du CNRS à Perpignan. L'objectif était simple, c'était de perfectionner cette petite maquette d'arbre solaire et de l'imaginer en grandeur nature afin de pouvoir l'implanter dans le campus de l'université de Perpignan. Ensuite, on a intégré le Master Énergie, donc là spécialisé en énergie solaire. Et il y a eu un cours d'entrepreneuriat
l'enseignant, qui est un entrepreneur des Pyrénées-Orientales, a demandé à la promotion si un des élèves avait une idée de création d'entreprise. Je lui ai alors soumis mon idée et l'idée a plu à la promotion et donc nous avons créé une association, donc EMEP, étudiants du Master Énergie de Perpignan. Et c'est à ce moment-là que deux de mes camarades de classe, donc Pierre et Mathieu, ont décidé de s'impliquer à 100% dans le projet. En 2018, l'année d'après, du coup, on intègre le Master 2, donc pour finir le Master. Et là, on est contacté par le service d'entrepreneuriat de l'Université de Perpignan. Et Laura Crène, donc future directrice de l'incubateur de l'université, voit notre projet, un réel projet de start-up. C'est également donc à ce moment-là qu'on va intégrer l'incubateur et qu'on agrandit notre équipe, donc avec Tom Lambré, qui est un infographiste 3D et qui nous aide dans un premier temps à réaliser les plans de cet arbre grandeur nature, notamment au niveau du dessin industriel. Et donc pour finir ce stage, on a passé 6 mois, donc en autonomie totale, à travailler donc sur ce projet d'arbre solaire que nous avons implanté dans le campus de l'université. Ça a bien collé parce qu'on a installé les panneaux photovoltaïques la veille de la soutenance de stage. Et donc le lendemain, on a fait notre soutenance et on a pu valider notre master et donc avoir notre premier prototype dans le campus de l'université. De là, on a Mais été vous n'êtes pas arrêté là, quoi. Voilà, Pardon. exactement. Donc, on a été accompagné par, on arrive en juillet 2018 et donc on est incubé à l'incubateur de l'université de Perpignan. Et donc là, on se focalise vraiment sur la création d'entreprise, donc une SARL qui avait pour but de commercialiser ces arbres solaires dans un premier temps. Et donc, ce qui nous amène au 20 mars 2020, donc plein premier confinement pour la création de notre SARL tous les 4. Et alors justement, le Covid, ça a eu un effet un peu sur votre SARL finalement. Enfin, le confinement, on va dire. Complètement, parce que nous, on vendait du mobilier urbain connecté, producteur et distributeur d'énergie renouvelable. Et donc, notre clientèle était principalement les collectivités territoriales, qui étaient donc forcément focalisées sur la gestion de la crise sanitaire. Donc, il a fallu se diversifier. C'est à ce moment-là qu'on a donc ouvert un bureau d'études photovoltaïques capable de mener des études d'opportunité, donc avant-projet, pour faire des estimatifs de coûts des travaux, de temps de retour sur investissement, etc. Et d'un autre côté, des études de faisabilité avec du dimensionnement de centrales photovoltaïques au niveau des câblages continus, alternatifs, etc. Alors, on voit bien que votre formation, elle a été adaptée à tout ce qui était ingénierie. Est-ce qu'en même temps, votre master vous a permis aussi de passer gérant ou même employé de bureau d'études photovoltaïques? Est-ce que c'est possible d'avoir les deux casquettes? Alors c'est possible, je pense que c'est beaucoup d'auto-formation. Tout à l'heure, quand vous posiez la question sur quand la question a été posée, est-ce qu'il existe des formations chef de projet, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon rôle dans la société, c'est un rôle de chef de projet, mais on n'a pas été formé à ça. Nous, on a été formé à des ingénieurs solaires, donc on a appris une rigueur et une méthodologie de travail qui nous permet de nous diversifier et d'acquérir de nouvelles compétences de manière naturelle. Et donc aujourd'hui, c'est naturellement qu'on arrive à gérer ces aspects-là. Et aujourd'hui, vous êtes 4, c'est bien ça? Oui, donc on est 3 issus du Master Énergie. Donc on s'est bien réparti les tâches. On a Pierre Bonnet qui lui est responsable R&D. Après, on a Mathieu Soriano qui lui est responsable commercial. Et moi-même qui m'occupe de chapeauter la société. Et enfin, en 4e, donc on a Tom Lambré qui lui est infographiste 3D qui s'occupe des dessins industriels et de la communication de notre société. Et vous recrutez? Alors, on recrute énormément de stagiaires. Donc, on est une toute petite entreprise. Nous, on a à peine 1 an. Donc, on commence nos rémunérations à nous 4 à peine. On a recruté beaucoup de stagiaires depuis la création de la société. C'est pas moins de 10 stagiaires qui sont passés par chez nous quand même. L'année prochaine, on va potentiellement recruter un alternant via les aides qui ont été mis en place au niveau de l'OPCO. Et d'ici un an ou 2, on recrutera potentiellement des commerciaux pour aller attaquer d'autres territoires et d'autres régions qu'on n'est pas encore allé voir. Parfait, disons, c'est vraiment une belle histoire. Hein. Un petit mot chacun à tous les 4. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui? Alors peut-être Valérie? Il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter. C'est vraiment un domaine de passionnés. On le voit, on entend Edith, on entend Jérôme. C'est un domaine, Arthur, c'est un domaine dans lequel on s'intègre très vite et très bien parce que on côtoie des gens passionnés et qui ont envie d'être là, quoi. Oui. Donc la reconversion est tout à fait possible. Il y a toutes les formations pour. On a entendu Jérôme aussi dire que il n'y avait pas forcément besoin à chaque fois de reconversion finalement, enfin de nouvelles formations, qu'on pouvait peut-être se former sur le tas dans les entreprises. C'est ça, Jérôme Viret? Oui, c'est ça, oui. Alors c'est un domaine de passionné, mais parce que c'est un domaine passionnant. Et effectivement, dans les entreprises,
il y a beaucoup de fonctions qui sont des fonctions très très classiques, hein. On n'a pas parlé de toutes les fonctions dites support, le juridique, la comptabilité, le budget. Enfin, on a les RH. Enfin, on a toutes ces fonctions-là qui, dans nos entreprises, grandissent en même temps que l'entreprise, hein. Le groupe CARE, c'était moins de 100 personnes il y a 2 ans, c'est 300 personnes aujourd'hui, il sera peut-être 500 personnes dans 2 ou 3 ans. Donc là-dedans, on a effectivement des profils qui peuvent être très pointus métiers, et puis après, il y a des profils, comme dans toutes les entreprises, il faut faire tourner la maison, il faut sécuriser tout ça. Donc, ne pas hésiter effectivement à questionner les entreprises du secteur qui sont toutes dans une forte croissance, ou toutes ou presque toutes. Et pourquoi elles sont en forte croissance? Parce que c'est un monde qui bouge beaucoup et qui va bouger encore dans les 30 prochaines années, hein. Je crois que notre horizon, c'est 2050-2060. Et il y aura une forte croissance d'ici là, hein, sans problème. Juste un chiffre qu'on comprenne bien, vous recrutez combien de personnes en ce moment? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on alors, au niveau France, on doit au moins avoir 5-6 postes ouverts en quasi-permanence. Donc la France, ce n'est que 1/3 des effectifs du groupe, hein. Et dans le groupe, si je prends le cas du Brésil, ils avaient un plan de recrutement, quand on a fait les budgets, de 50 personnes, quoi. D'accord. Donc on est sur des chiffres qui sont considérables. Alors bon, on dit pas oui à toutes les demandes, mais mais on a vraiment des besoins qui sont importants. Et puis être mobile et parler anglais. C'est vrai que ça, on ne l'a pas souligné, mais à chaque fois, les postes dans les énergies renouvelables, Edith, vous confirmez, hein, faut parler anglais, c'est la langue des énergies. Oui, je confirme. Ouais. C'est vraiment une condition assez importante. Oui. Alors, peut-être qu'au début, le niveau demandé n'est pas non plus... mais il faut quand même pouvoir se débrouiller. Il y a beaucoup de sous-traitants aussi qui sont étrangers. Il y a beaucoup de... Enfin, le monde des énergies renouvelables est très mixte, quoi, en termes d'origine de pays et tout ça. Donc, c'est très important de savoir communiquer. Et si vous avez un conseil alors pour un jeune ou un moins jeune, justement, qui veut se reconvertir dans les énergies, ce serait quoi? Ah, de foncer, oui. D'y aller parce que c'est vraiment un métier passionnant, c'est vraiment un milieu passionnant. Et voilà. Allez, on y va. Arthur, vous, ce serait quoi? Alors, peut-être, Valérie a déjà dit, allez-y, foncez. Jérôme aussi. Edith aussi, peut-être autre chose? Moi, j'aurais dit exactement comme Valérie au début, allez-y, foncez. Mais du coup, je vais prendre un contre-exemple. Je vais prendre l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables parce qu'il y en a aussi beaucoup. Aujourd'hui, des entreprises qui innovent, que ce soit sur du stockage, sur de nouveaux moyens de production. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, ces gens-là, je leur dirais de foncer, de croire en leur projet, de bien s'entourer avec des équipes solides et surtout ne pas hésiter à faire appel à des structures d'accompagnement de qualité qui aident à la création d'entreprises aujourd'hui sur notre territoire. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va reprendre des questions, un temps d'échange. J'ai cru comprendre qu'il y en avait pas mal tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, c'est Aurélie qu'on va accueillir pour les questions. Est-ce qu'il y a... Enfin, quelles sont les questions? Oui, bonjour et merci. La transition est toute trouvée puisque Florence et moi, nous appartenons à 2 agences régionales qui accompagnent les projets, à la fois les entreprises et les projets dans les énergies renouvelables, l'agence ADOC et l'agence AREC. Donc, nous sommes ravis de cette conclusion. Merci. Alors, on a une question pour Jérôme ou bien Valérie ou Edith. Y a-t-il une évolution naturelle verticale du technicien de maintenance? Est-ce que c'est un souhait de votre part, déjà Edith et Jérôme, est-ce que l'évolution d'un technicien de maintenance éolienne se fait naturellement vers d'autres métiers et si oui, lesquels? Alors oui, il existe des évolutions possibles là, pour le technicien de maintenance. Je pense que après tout dépend des envies de chacun. Les possibilités sont multiples. Je pense notamment au support tech. Quand les techniciens commencent à acquérir pas mal d'expérience, ils peuvent avoir après un support à donner aux autres techniciens, enfin vraiment changer de branche pour être après en relation avec tous les techniciens d'une région ou de la France entière même carrément, pour dépanner. Il peut y avoir d'autres évolutions aussi en tant que team leader, manager d'équipe. Enfin, les évolutions sont multiples et possibles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie? Une autre question également sur les perspectives d'évolution. Y a-t-il des passerelles vers des emplois à l'étranger? Ça a déjà peut-être été un peu répondu. Donc peut-être avec Monsieur Viret, avec Jérôme Viret?
Oui, alors, oui, bien sûr, il y a des passerelles. Pourquoi? Parce que on est dans un métier qui fonctionne un peu en dents de scie quand même. C'est-à-dire que quand on est sur un gros projet, ben, il y a une très forte activité et on peut avoir besoin de compétences. Puis une fois que ce projet est en service, ben, on attend celui qui viendra derrière, quoi. Donc effectivement, on peut nous jouer au vase communicant. On a envoyé récemment des salariés en Islande. On a envoyé des salariés, ou on est en train d'envoyer un salarié, un VIE en Roumanie. On a des salariés expatriés au Vietnam, au Maroc, en Tunisie. Donc ça dépend un peu des contextes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges qui sont possibles. De même qu'il y a des échanges de compétences entre les équipes, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire travailler des Brésiliens sur des études de vent au Maroc, par exemple, ou des échanges de ce type-là. Alors, on a une énorme barrière de la langue qui est pas si simple que ça à régler. Alors, on peut dire tout le monde parle anglais, sauf que les gens qui parlent anglais se comprennent pas forcément. Donc, bon, c'est un vrai sujet. Donc, on essaie de le gérer au mieux. Et puis finalement, on aime bien parler français aussi, mais c'est plus compliqué. Oui, bien sûr, les échanges enfin, pour une société comme la nôtre qui est présente dans 16 pays aujourd'hui, les échanges sont réguliers, quoi. Parfait. Valérie, peut-être que vous, au campus, vous avez aussi des entreprises qui font des échanges à l'étranger ou qui vous demandent des profils un peu différents? Alors, j'ai un exemple. Alors, c'est pas forcément en lien avec des recrutements, mais on travaille avec l'entreprise Nordex et on voit bien que ce sont des entreprises, on l'a bien vu, toutes les entreprises des domaines de quelle que soit leur taille, hein, des domaines des énergies renouvelables sont à l'international. Et lorsqu'ils nous demandent d'accueillir pour des modules plasturgie, de pales très particuliers, leurs salariés du Sud, ils parlent pas du Sud de la France, mais du Sud du monde, quoi. Donc, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Afrique qui arrive, quoi. Donc, ouais, on est vraiment à une échelle monde. Parfait, merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet Q&R dans le chat à droite de votre écran. Aurélie, est-ce que vous en avez d'autres des questions? Oui, une autre question d'une personne qui constate souvent des offres de chefs de projet avec une forte proportion de démarchage client et d'études financières. Et donc, il souhaitait savoir où trouver des profils plus techniques niveau ingénieur. Alors, peut-être Valérie ou Jérôme par rapport au chef de projet? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur le démarchage. Alors, dans nos métiers, je vois du démarchage quand on est sur les marchés grand public, donc installation de panneaux solaires en toiture ou des choses comme ça, ce qui est pas du tout le métier de CARE, donc je suis pas très à l'aise pour répondre. Nous, les profils de chefs de projet sont quand même plutôt à dominante technique, hein. Technique, oui. Ouais. Après, il y avait une autre question justement sur ces profils de chefs de projet dont on a parlé tout à l'heure, où on disait que c'était un peu le mouton à cinq pattes, que c'était difficile de les recruter. On voit aussi qu'il y a souvent les entreprises, enfin des fortes mobilités d'une entreprise à l'autre sur ces postes-là, avec des chefs de projet qui sont clairement débauchés entre développeurs. Y a-t-il pas, c'est des questions, hein, y a-t-il pas un moyen de sortir de cela, peut-être de faire une dichotomie entre le volet administratif réglementaire et le volet technique, ou avoir des parcours transposables de type ELEC environnement avec des formations complémentaires? Comment sortir de cette tension sur les chefs de projet? Jérôme, pareil, peut-être? Question piège. Ouais. Non, je me demande dans quelle mesure les entreprises n'entretiennent pas un peu le phénomène, quoi, hein. Donc, je suis pas très sympa avec nous-mêmes et mes petits camarades, mais c'est vrai quand on voit parfois arriver des profils de chefs de projet qui répondent à une annonce et que leur motivation essentielle c'est je gagne tant chez Monsieur Machin et il faudra payer 10% en plus. Très honnêtement, moi en général
un petit moment de blocage en me disant, mais dans 2 ans, donc il va envoyer son CV en disant, bah voilà, maintenant j'ai une nouvelle expérience parce que j'ai travaillé chez Care et c'est super. Donc je vais la valoriser un peu plus cher ailleurs. Donc nous là-dessus, on a un peu de mal. Ceci dit, on est comme les autres, on a aussi besoin des profils. Et quand je dis que on entretenait un peu les choses, c'est que on n'est peut-être pas assez moteur sur des profils qui existent, qui se trouvent, qui sont peut-être pas les profils rêvés. Alors des juniors, un junior par définition, il sort de l'école, il a fait quelques stages. Dans certains cas, il a pu faire une césure à l'étranger. Enfin, il a une expérience réduite, mais il a une expérience. Et donc, aux entreprises aussi de s'adapter à ces profils qui peuvent être considérés comme moins performants, mais qui peuvent être plus motivés, qui peuvent aussi apporter une vraie dynamique à l'entreprise. Et puis après, on a les profils en reconversion, et ceux-là, on les écarte pas du tout systématiquement. Il y a des gens qui peuvent, par leur expérience, parce qu'ils ont une expérience entrepreneuriale, parce qu'ils ont une expérience dans un autre secteur connexe, peuvent nous apporter beaucoup des méthodes de travail, des savoir-faire techniques, administratifs qu'on n'a pas forcément. Donc c'est aussi assez intéressant. Hein. Donc, alors c'est vrai que c'est pas simple, mais il faut aussi, dans un monde qui bouge très vite, se poser les bonnes questions. Merci, Monsieur Biret. Aurélie, il reste une dernière question ou pas? Allez, alors une question sur l'arbre solaire pour Arthur. Donc, l'arbre solaire, c'est quoi exactement? C'est pour qui? C'est vrai. Pourquoi? On sort un peu du sujet. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est passé rapidement parce que c'était un des projets d'étudiants d'Arthur et que maintenant il s'est plutôt remis sur le bureau d'études en photovoltaïque. Mais Arthur, si vous pouvez nous expliquer alors qu'est-ce que cet arbre solaire? Ben, tout simplement, donc c'est une structure en forme d'arbre et au bout des branches, à la place des feuilles, il y a des panneaux photovoltaïques. Donc là, ce sont 6 panneaux photovoltaïques qui vont capter l'énergie du soleil, la convertir via des onduleurs et la redistribuer dans les bancs qui sont au pied de l'arbre. Donc sur ces bancs, ce sont des bancs en bois, il y a des prises secteurs, 230 volts, 50 Hz, comme on peut retrouver à la maison, et qui vont redistribuer l'énergie qui est produite par cet arbre. Donc tout utilisateur peut aller se recharger son ordinateur, son vélo électrique ou son téléphone de manière gratuite tout en profitant du soleil. Et donc, vous commercialisez cet arbre grâce à votre entreprise? Complètement. Donc, on commercialise principalement aux collectivités territoriales, mais également à des industriels, qui ont des politiques RSE pour leurs employés. Ça peut permettre de redynamiser les espaces déjeuner ou les espaces de pause des grosses sociétés. Très bien. Aurélie, encore une question? Je cherche, mais je ne trouve pas. Peut-être rappeler les chiffres de l'emploi en France dans les ENR? Si quelqu'un les a, toutes filières confondues, ou par filière, oui. Encore mieux. Je pense que Valérie les avait, plus ou moins. Alors, moi, j'ai donné, parce que j'avais l'observatoire des emplois de l'éolien, donc j'ai donné les emplois de la filière éolienne, donc c'est 20 200 précisément fin 2019 à l'échelle France et à l'échelle Occitanie, 1950 emplois. Eh bien, merci beaucoup. On restera sur ces perspectives très positives. Merci à nos 4 intervenants. Merci à vous tous d'avoir participé. On me signale que les replays de ce matin, donc les conférences sur l'agrovoltaïsme, excusez-moi, et puis tout ce qui est stockage d'énergie est en replay sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et sinon, rendez-vous à Energaia les 8 et 9 décembre à Montpellier. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.